Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 19 août 2021. Souvent, les jeudis, c'est toujours la bonne humeur parce que les deux invités sont toujours taquins. Il n'est que seul pour l'instant, mais déjà, vous voyez ce que ça donne. J'imagine quand le second sera là. Bienvenue dans cette émission. Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, lui, il est déjà sur ce plateau. Chaboré Bouraïma va nous rejoindre dans quelques instants. Si tout va bien, Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs, aux aimables téléspectatrices qui sont en train de nous suivre à l'instant. Alors, et la rédaction du Mania Libéré, vous avez travaillé mardi, hier, le journal était dans les kiosques au prix de 250 francs. Effectivement, on rend grâce, mais au fil des semaines que nous avons le jour pour travailler, on le fait. C'est notre devoir aussi. D'informer la population sur tout ce qui se passe actuellement. Alors, surtout ce qui se passe actuellement, nous allons parler dans cette émission de trois sujets, notamment la sensibilisation sur la Covid-19 avec la communication qu'il faut diriger autrement. Nous parlerons du 19 août. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2021. On se souvient tous du 19 août 2017 dans notre pays et tout ce qui va avec. Et on terminera avec la une des journaux, notamment le Mania Libéré et le messager de El Hadj Chaboré Bouraïma qui va nous rejoindre dans quelques instants. Si tout va bien, alors parlons de la Covid-19. Depuis un certain temps, le Togo connaît une deuxième vague de contamination. La plus grande partie de ceux qui décèdent malheureusement aujourd'hui ne sont pas ceux qui présentent des situations de comorbidité, mais plutôt des personnes non vaccinées, d'où la nécessité de se faire vacciner. Sur ce plateau, Abbas, vous vous souvenez, nous avons parlé du relâchement à tous les niveaux. Et au niveau du gouvernement, nous avons pointé du doigt la communication. Alors, par rapport à cela, trois ministres avaient échangé avec les animateurs d'émissions, ceux-là qui reçoivent les spécialistes sur leur plateau, et ils ont laissé entendre que ce n'est pas qu'ils ont coupé avec la communication, mais qu'ils comptent diriger la communication autrement. Nous allons suivre à cet effet le professeur Akonda, le ministre de la communication. Il va nous donner un peu quelques explications et on revient ici ensuite. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de réorganiser la communication autour de la pandémie qui est réelle, même si certaines chapelles ou certains arguments tendent à faire croire le contraire. Et le fait de vous avoir avec nous est une force parce que vous êtes organisés, vous êtes outillés, vous êtes habiles à partager ou à faire circuler les informations, en tout cas les bonnes informations. C'est la raison pour laquelle la réunion de ce matin était nécessaire pour que nous puissions tous ensemble reprendre de la vigueur, réorganiser notre approche de la communication autour de cette pandémie pour que nos compatriotes se sentent encore concernés par cette pandémie, pour qu'ils adhèrent à la solution aux solutions qui sont proposées aujourd'hui, à savoir l'observation des gestes barrières, la vaccination qui nous permet d'éviter les cas les plus graves et en tout cas d'assurer une vie plus ou moins correcte au quotidien que nous avons. Voilà, vous avez suivi tout à l'heure les explications du ministre de la Communication par rapport à la communication autour de cette maladie-là. Je vous l'annonçais en début d'émission, El Hadj Chaboré Bouraïma est déjà avec nous. El Hadj, bonjour. Oui, bonjour Anita, et toutes mes excuses pour ce léger retard. C'est vrai que je ne suis pas déjà avec vous, mais j'ai accusé un léger retard. Donc, toutes mes excuses aux téléspectateurs. Et merci à tous ceux qui nous font confiance et qui font confiance également à E47. Merci à vous, vous êtes démerdés pour arriver de toutes les manières. Alors, je ne vous coupe pas la parole, malgré les complications ou bien les difficultés que j'ai eues juste au niveau du rond-point à Goy. Il y a une situation qui se passe là-bas avec
les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Ce n'est pas bien. Alors, parce que, oui, je vais vous expliquer. Vous savez, lorsque vous venez de l'état-major, il y a un premier feu tricolore qui est là. Il y a un second feu tricolore qui est juste là où, au niveau de là où il y avait le cimetière, là, entre-temps. Et il y a les autres. Donc, les forces de l'ordre, c'est comme elles essaient de piéger parce que beaucoup de personnes ne respectent pas. Justement, ça c'est vrai. Et puis, comme vous le savez, moi je suis un homme de loi et j'ai toujours fait l'obligation de respecter ce qu'il faut, le code de la route. D'ailleurs, c'est nous qui le dénoncions. Puisque si les gens ne respectent pas le code de la route, ce n'est pas intéressant parce que ça cause des accidents, nous savons les dégâts que ça cause. Justement, quand vous rentrez au niveau du rond-point, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a beaucoup de véhicules qui viennent, il y a un feu tricolore qui est là-bas, mais vous n'allez pas peut-être faire attention. Et vous passez. Mais ce feu tricolore, en principe, excusez-moi, je ne suis... mais il me semble inutile. Parce que quand vous rentrez dedans, si vous ne savez pas faire ça, ça glutine. Et puis il y a de l'embouteillage. Donc c'est là-bas les forces de l'ordre ont trouvé pour pouvoir piéger les gens. Et justement, quand moi je suis passé, le feu jaune était allumé, je suis passé, il y a un qui était derrière qui demandait, je l'ai vu par le rétroviseur à ce qu'on m'interpelle. On m'a interpellé, je me suis arrêté calmement, ils ont pris mes pièces, je leur ai remis. C'est justement ce qui a fait que j'ai été en retard. Alors, je n'ai pas eu le temps de leur expliquer qu'effectivement il y avait une émission, c'est pour cela, mais je suis parti tranquillement. Mais je leur ai remis les pièces, ils m'ont demandé calmement, je leur ai remis les pièces. Étant un homme qui respecte les lois, je sais que vous allez retourner expliquer la situation. Avant votre arrivée, je parlais de la différence de la communication. On l'avait dit sur ce plateau par rapport à la Covid-19. Donc nous parlerons essentiellement de ça aujourd'hui avec la sortie de 3 ministres, le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Communication qui avaient échangé la dernière fois avec les animateurs d'émissions pour leur dire le pourquoi les personnes de ressources ne viennent pas encore sur les plateaux, et c'est pour rediriger la communication, communiquer autrement autour de cette maladie. Et voilà la raison de l'élément que nous avons suivi tout à l'heure avec les explications du ministre de la Communication. Abbas, je vous le disais, aujourd'hui apparemment, seul le vaccin peut nous mettre à l'abri de cette maladie, si nous avons suivi un peu les explications du professeur Akoda. Oui, pas seulement le vaccin, parce que le vaccin ne suffit pas à lui seul pour à 100%, parce que quand il y a vaccin, il faut aussi respecter les mesures barrières, puisqu'on retrouve même souvent des gens qui sont vaccinés, qui tombent malades, qui sont infectés, mais qui ne durent pas les cas, la forme grave de la maladie. Aujourd'hui, c'est les deux concomitamment on doit faire. Et le problème de la communication, dont on se disait tout à l'heure, vous avez vu qu'aujourd'hui, la pandémie connaît une grande flambée. Hier seulement, bien c'était mardi, la seule journée a enregistré 273 cas, ce qui n'est jamais arrivé. Une seule journée. Et 2 décès. Tous les centres sont débordés. Tous les centres sont débordés, surtout c'est là. C'est débordé, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de lit. La dernière fois, le professeur Iou expliquait un peu comment ça se faisait. On dit on enlève chez quelqu'un, on place un peu à l'autre. Oui. Si tu ne meurs pas, ça veut dire que tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Donc, mais si tu meurs, c'est fini. C'est fini. C'est la chance qu'on accorde. Puisque dès le départ, le gouvernement avait commandé 250 oxygènes. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on a connu des cas qui sont là, ils ont utilisé. Maintenant, ils sont en difficulté de ces oxygènes-là et de lits. C'est débordé, les médecins même sont débordés. Par rapport à la situation qui se présentait sur le terrain, est-ce que le gouvernement ne pouvait pas anticiper en commandant d'autres lits? Voilà, maintenant, c'est certainement qu'ils vont encore fabriquer des lits et des tentes au niveau du CHR là-bas. C'est ce qu'ils avaient prévu entre-temps pour élargir et mettre les lits. Maintenant, le problème, c'est de commander encore l'oxygène pour que ça puisse atteindre tout le monde. Sinon, on ne peut pas être en train de soigner quelqu'un et on vient débrancher pour aller sauver l'autre. Du moment où vous enlevez, si la personne mourait parce qu'il n'a pas eu autant d'oxygène qu'il voulait pour réanimer ses poumons et autres. Donc, on le met sur l'autre pour dire qu'on veut le sauver. Et on dit que si la personne enlève, si la personne ne meurt pas, c'est qu'elle ne va plus mourir.
Ça, on fait un effet de hasard, un coup de chance pour les malades, pour faire croire qu'on les guérit. C'est pour cela que je constate qu'il y a des décès qui se multiplient de jour en jour. Parce qu'on enlève là, on veut mettre ici pour sauver. Et lorsqu'on enlève, c'est que celui qui on a enlevé là, lui n'a pas encore suffisamment d'air pour souffler et pour respirer. On va dire qu'on respire, qu'on veut sauver. Donc ça entraîne aussi des morts. Le mieux, c'est de commander l'oxygène en quantité suffisante. Aujourd'hui, le gouvernement a des difficultés parce que faut-il commander l'oxygène ou bien faut-il faire la commande des vaccins. C'est le dilemme. Parce que tout ça, c'est des dépenses qui sont engagées. Or, il faudrait sauver la population par rapport à cette pandémie qui est en train de prendre de l'ampleur. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Encore que nous sommes dans les vacances et le mouvement là qui sont en train de se faire. C'est seulement l'Union est en train de faire ça. Et à l'intérieur, il y a des zones, des localités qui sont aujourd'hui ciblées par cette pandémie. Mais si on ne fait rien, c'est que ça risque de rejaillir comme ça, on est en train de faire. Les gens ne respectent plus rien. Les mariages, rien. Au niveau des funérailles, des enterrements et autres, là, c'est le relâchement total. Donc, il faudrait qu'on revoie ça. Et comme ils ont dit qu'ils vont changer les systèmes de communication, en tout cas, la presse les a aidés. Les médias les ont aidés à faire, ils l'ont reconnu, mais ceux qui doivent à la presse, ils l'ont payé, ils ne l'ont pas encore payé. Ils disent qu'ils vont rendre compte au gouvernement, au président. On attend de voir parce que on dit souvent aidez-nous à mieux vous aider. Vous avez lancé une campagne. Il y a un fonds qui est dégagé par rapport à ça, qui devait revenir aux médias. Mais les gens ont fait du travail pour amener les populations à se faire vacciner. Et jusqu'à ce jour-là, rien. Donc, ils n'ont qu'à changer leur système de communication. Actuellement, c'est nous qui sommes en train de communiquer sur cette pandémie. Est-ce qu'il y a encore les personnes ressources? Il n'y a pas. C'est nous qui sensibilisons. Donc, le problème, quand ils veulent changer de communication, on l'a dit la dernière fois, il faudrait qu'ils pensent à comment réorienter cette communication et ne pas faire de telle sorte que les gens arrivent, on parle des mêmes choses et les populations disent que c'est toujours redondant. C'est la même chose. Alors, Tchabouré, au début on disait que le vaccin n'est pas obligatoire, mais avec ce qui se passe, apparemment le vaccin devient obligatoire. Non. Parce que si vous suivez un peu les explications lors des sorties hebdomadaires, on vous dira que si vous êtes vacciné, vous êtes protégé à un pourcentage donné. Oui. Et là, si vous contractez le virus, vous ne pouvez pas faire la forme grave. Oui, justement, c'est ce que les spécialistes nous ont dit. Les spécialistes nous ont dit ça, que ce soit ici au Togo ou ailleurs. Nous avons suivi ce que les spécialistes nous ont ramené, comme quoi, si vous êtes vacciné, ce que vous avez la chance de ne pas faire la forme grave. Vous avez une forte chance de ne pas faire la forme grave. Et c'est toujours bien d'aller se faire vacciner. Ce sont les spécialistes qui nous disent que ce vaccin peut protéger contre la forme grave. Nous ne sommes pas des spécialistes, donc on ne va faire que respecter. Mais nous essayons d'analyser les faits au jour le jour par rapport à ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi, je suis fier, premièrement, que le gouvernement ait eu l'idée de changer de stratégie de communication par rapport à cette pandémie. Parce qu'il n'y a pas un seul jour où nous n'avons pas nous ne sommes pas revenus là-dessus. Sur ce plateau, on a toujours dit que cette manière de communiquer n'était plus la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, la pandémie a pris de l'ampleur et on est toujours là avec les mêmes stratégies de communication. Ça ne passe plus. Le message ne passe plus au sein de la population. C'est parce que dans les mêmes messages, il faudrait changer. Et nous l'avons dit ici, que nous, au niveau des médias, nous avons des idées à proposer. Si les gens veulent bien, nous avons des idées à proposer, à échanger avec la coordination pour leur donner les stratégies qu'il faut faire pour pouvoir amener les gens à suivre ce qui est fait. Le confrère disait quelque chose tout à l'heure. Je crois que c'est la même chose au niveau du personnel hospitalier. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés, qui sont au front, et permettez-moi au passage de leur rendre hommage, qui sont au front, ils sont motivés. Ils sont motivés justement, c'est parce qu'ils sont engagés, ils ont mis leur vie en danger, ils sont motivés et cela leur permet quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous également au niveau des médias, si on ne nous avait pas dit que quand vous vous êtes engagé
pour nous accompagner dans la stratégie de communication. En retour, vous avez tel, ou bien vous aurez tel. Mais attends, c'est vrai, on devait faire un devoir citoyen. On n'allait pas mettre nos idées là-dessus. On devait faire le travail de façon citoyenne, de façon patriotique, comme on le fait. Mais on nous a fait comprendre que lorsque vous nous accompagnez dans cette campagne, en retour, il y a un fonds qui est destiné et qui va vous permettre quand même de continuer d'avoir de l'énergie, de venir pour faire des émissions, de continuer par paraître dans vos parutions, de parler à la population pour que les gens puissent écouter. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous réclamons. Sinon, on ne réclame pas parce qu'il faut réclamer. Même si on ne l'avait pas donné. D'ailleurs, la preuve c'est que depuis que on n'avait rien promis, nous étions sur le front et on sensibilisait la population. Et depuis que les personnes ressources également vous ont abandonné, nous étions de ceux-là qui continuent quand même par venir pour accompagner et à travers vos canaux dire à la population d'aller se faire vacciner. Aujourd'hui, la stratégie, elle est là et le gouvernement va changer de stratégie. Moi, j'attends de voir qu'est-ce qui va être mis en place. Il ne s'agit pas d'aller rencontrer les hommes de médias, les responsables d'émissions pour dire nous allons changer de stratégie. Il faut véritablement changer de stratégie. Et sur ce point, il faut attendre voir qu'est-ce qui va être fait. C'est vrai, depuis un certain temps, moi j'ai constaté qu'au niveau de la TVT, il y a également des spots qui passent sur les réseaux sociaux. On nous montre comment quelqu'un qui est atteint de Covid, comment est-ce qu'il souffre, comment le traitement est fait au niveau des centres. C'est vrai, ça peut quand même constituer un déclic pour que les gens puissent quand même écouter, se rendre compte de l'évidence. Mais nous attendons encore plus du gouvernement par rapport à la stratégie de communication. Je l'ai dit ici. Peut-être que c'est la stratégie de communication qui a changé. On voit maintenant les leaders d'église, des personnes, des influenceurs, si on peut le dire entre griffes, qui sortent. Justement, vous voulez parler de Monseigneur Bariga qui a fait une sortie très appréciable pour demander aux gens d'aller se faire vacciner. Mais en plus de la vaccination, je pense qu'il faut également continuer par respecter les mesures barrières. C'est vrai, les gens aujourd'hui, quand vous suivez les informations, les gens se sont engagés à aller se faire vacciner. Même ceux qui étaient encore dans l'hésitation, ils sont engagés à aller se faire vacciner. Mais il faut dire que là où le bas blesse, c'est là où quand vous voyez des attroupements un peu partout, les funérailles qui se font sans respect de mesures barrières, comme si de rien n'était. Le c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Maintenant, il va falloir que le gouvernement revoie ce côté-là aussi par rapport aux mesures barrières, par rapport au respect de la distanciation. C'est là-bas se trouve le problème. Pas au niveau de la vaccination, nous allons continuer par apporter ce qui est de nos possibilités pour pouvoir amener la population quand même à aller se faire vacciner. Et aujourd'hui, il y a de l'engouement. Les gens veulent aller se faire vacciner. Maintenant, le problème c'est à ce niveau. Qui attendent leur seconde dose. Abbas, aller se faire vacciner. J'ai reçu ma première dose. J'attends la deuxième dose. Si demain on me dit il y a rupture de stock, vous devez prendre un autre vaccin. Il n'y aura pas de problème là parce qu'on va se dire on va prendre pour faire des expériences. Il y a problème puisque même pour ceux qui ont fait AstraZeneca, la première dose a été prise, ils attendent la deuxième dose. Ce ne sont pas tous qui ont pu prendre la deuxième dose. Aujourd'hui, on annonce l'arrivée de AstraZeneca prochainement dans les prochains jours pour permettre à ceux-là qui ont fait la première dose de compléter. Ce qui veut dire qu'ils avaient voulu faire en sorte que ceux qui n'avaient pas pris et qui n'avaient pas pris la deuxième dose puissent compléter avec Pfizer. C'est tellement que les études ont montré que ça ne peut pas se mélanger. Donc aujourd'hui, parce que les spécialistes eux-mêmes sur ce plateau l'ont dit, quand vous prenez AstraZeneca, vous continuez avec AstraZeneca. Quand vous prenez Pfizer, vous continuez avec Pfizer. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne peut pas faire un mélange de vaccins. Parce qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc c'est pour cela que le gouvernement a commandé l'AstraZeneca pour ceux qui n'ont pas fait la deuxième dose. Donc ce qui veut dire que quand tu as fait la première dose de Pfizer, si le temps arrive et que tu n'as pas pu prendre ta deuxième dose, il faut que tu attendes la deuxième dose de Pfizer, l'arrivée de Pfizer pour faire ça. Ici, ils disent que au moins ça peut aller jusqu'à 4 semaines, plus de 4 semaines, ou bien plus de 8 semaines ou 12 semaines. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore du temps
Mais l'essentiel, c'est de commander les vaccins en grande quantité et en quantité suffisante. Pour le moment, il semble qu'on est qu'à 3,5% de vaccination sur les 60%. Sur les 60% qu'on a en train d'avoir. C'est très très faible. Et c'est pour cela qu'il faut inciter les gens à aller se faire vacciner. Johnson & Johnson qui est arrivé et qui a été lancé le lundi dernier, ça a une seule dose. Les gens peuvent aller faire ça en même temps. C'est de 20 ans et plus. Et ça peut au moins aller plus vite que attendre la deuxième dose de Pfizer. Donc aujourd'hui, le problème se pose au niveau même des populations, puisque le gouvernement se débat pour acheter, pour commander les vaccins. Mais il y a certains qui sont en train qui sont toujours des réticents là pour ne pas aller se faire. Il faut aller se faire vacciner. Ça va inciter maintenant le gouvernement à en commander pour que nous puissions atteindre l'immunité collective dans cette situation. Alors, nous allons changer de sujet pour parler de la politique. Je vous le disais, il y a 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'une manifestation du PNP a tourné au vinaigre et a plongé notre pays dans une crise. Et ce sont des dialogues qui se sont suicidés pour une sortie de crise. Aujourd'hui, le leader de ce parti-là, le PNP, est toujours hors de nos frontières. Abbas, dites-moi, 4 ans après cette manifestation, cette violente manifestation, si on peut le dire ainsi, quelle leçon tirer? On se souvient, le 19 août 2017, à l'heure là, vous ne pouvez pas venir à Toblé ici. Non, vous savez, le 19 août, comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait l'apparition d'un nouvel homme sur la scène politique qui promettait monts et ciel pour dire que nous allons reprendre le pouvoir. Et pour ce faire, il avait 2 revendications essentielles. Le retour à la Constitution. Retour à la Constitution de 1992. Alors qu'on sait que c'est possible de le faire. De la diaspora plutôt. Et le vote de la diaspora. Et ensuite, le grand slogan, 50 ans, c'est trop. Et il a fait tout ça là pour emballer la population dans ses énergies. Alors que quand vous le prenez, dans l'évolution de la situation, au moment où il a lancé le 19 août, et qu'il a dit aux gens que jusqu'à 14 h, nous sommes déjà à la présidence. Et à 18 h, c'est que nous sommes en train de sabler le champagne parce que le régime est tombé. Donc tout ça là, vous n'avez pas de moyens pour contrer. Vous n'êtes pas une rébellion. Vous faites seulement une manifestation qui est sortie de son cadre où on provoque le régime, le pouvoir en place pour dire que nous allons vous chasser, alors qu'en face vous avez une armée. Le pouvoir le régime a une armée. Peut-être qu'ils avaient un soutien entre griffes, on ne sait pas. Et mais que le soutien a lâché au dernier moment. Chasser un pouvoir ne se fait pas d'une seule journée comme ça. Ça se prépare. Et le 19 août, ce qui s'est passé, c'est qu'on a emmené des gens à l'abattoir pour rien. Et des gens sont morts. Des gens sont amputés à vie. Il y a des gens qui sont en prison actuellement. Et l'objectif a été atteint? Non. Au même moment, on nous disait que Jean-Pierre Fabre, le chef de file, l'ex-chef de file de l'opposition, était à l'extérieur. Et Achadam dit qu'il fait appel au chef de file de l'opposition pour venir l'aider à prendre le pouvoir. Lui, il écoute son voyage en Europe, il revient au pays. Et dans un instant T, on s'organise pour mettre en place une coalition, la C14, où on met du fourre-tout. On ne sait pas comment ça se fait parce qu'on voulait avoir une suite. Donc on a mis tout le monde pour dire que venez. Et on exclut d'autres qu'on veut travailler avec les seuls, ceux-là qui sont des partis démocrates. Donc les autres ne sont pas des partis démocrates. Et on a vu l'évolution. Quelque temps après, ce qui s'est passé avec les rencontres, les manifestations, toujours à chaque moment, on tape, on dit, bon, et pour le slogan, vous-même vous savez, le slogan qui était donné, c'est Bindjege Bindji. Bindjege Bindji. Jamais ça, Bindjege Bindji. Bindjege Bindji. Finalement, Bindjege Bindji est devenu quoi? Rien.
celui qui a lancé ça, chaque samedi là, et nous, c'est comme on a autorisé la manifestation en semaine, c'est toutes les semaines. Et celui qui a lancé dit qu'on peut faire toutes les semaines, tous les jours, mais on ne peut pas manifester les vendredis. C'était ça déjà la première forme de discorde. Vous dites que nous ne sommes pas dans un état, nous sommes dans un état laïque, et tu décrètes, on peut marcher tous les jours, on peut faire tous les jours, mais sauf vendredi, on ne le fait pas. C'est là que les gens ont commencé par dire ça ne va pas. Et au fil des jours, le dialogue est né. Le dialogue est arrivé avec tous ces Bataclans, des choses, ceux-là qui vont participer. On a retrouvé les Achadam, Fabre et puis Adjamango là, en Europe, en France, après c'est en Guinée, au Ghana, tout ça là. Et rien n'a été donné. À Bobo, Père son âme avait proposé, quand on fait ceci là, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas discuter entre nous, faire des propositions? S'il y a blocage, on fait appel à la CEDEAO qui se charge de la facilitation. Abouébo a été traité de tout le monde qu'il est un traître. Et c'est comme ça la division a commencé. Il y a eu le dialogue avec la CEDEAO, mais finalement, l'intervention de la CEDEAO était décriée. On va revenir sur ça. Mais le messager, lui, dans sa parution d'hier, il a anticipé sur l'événement. Le messager a mis à sa une. Politique togolaise, que reste-t-il du soulèvement du 19 août 2017? Tchaboré, il reste quoi de ce soulèvement avec les images, le rouge dans le temps? Vous n'avez plus le droit de porter le rouge quand il y a manifestation, sinon vous êtes foutu. Ah oui, justement, nous avons vu de ces faits-là également qui sont passés. Oui, je pense qu'en tant qu'homme des médias, en tant que journaliste, il était opportun, c'était une opportunité pour nous de revenir sur ces événements du 19 août 2017 parce que nous estimons qu'aujourd'hui, ça va faire 4 ans que le PNP de Tipi Achadam avait impulsé une forme de lutte à une partie de la population pour pouvoir dégager le pouvoir constitutionnellement reconnu au Togo. Et c'était bien qu'après 4 ans qu'on puisse revenir, qu'on fasse le bilan, qu'on sache ce qui est fait, puisque vous savez, 4 ans, il ne reste qu'un an pour une mandature. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce soulèvement? Qu'est-ce qu'on a eu, le gain qu'on a eu par rapport à ce soulèvement? Et nous sommes revenus là-dessus et nous sommes posé la question de savoir ce qui reste. Effectivement, vous et moi, Anita, lorsque nous faisons un tour et on fait un peu le constat, ce n'est pas une invention, c'est un fait. Aujourd'hui, le premier fait, c'est que le 19 août 2017 nous a légué l'absence du responsable du PNP. Aujourd'hui, il n'est plus là. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une invention. Le deuxième fait, c'est que aujourd'hui, le 19 août a occasionné la scission du PNP. Je ne vante rien. Est-ce que le parti existe encore? Justement, c'est la question qu'il faut se poser. Je n'invente rien. C'est un fait. La preuve, c'est qu'il fut un moment où le premier conseiller, le fidèle des fidèles de Tipi Achadam, était allé hors du parti. Il était même allé créer une autre coalition avec un autre responsable de parti politique et il a carrément quitté le PNP. L'autre fait que personne ne peut dénier, c'est que les activités politiques du PNP, on ne les voit plus. Et la conséquence, c'est que le parti est en train de disparaître sur la scène. Maintenant, un autre fait qui est là, lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour faire quoi? C'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Selon le PNP, les conditions ne sont pas remplies pour qu'ils aillent aux élections. Justement, c'est pourquoi lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. C'est-à-dire que le PNP avait mis la barre très haute. Il n'avait pas les moyens de sa politique, parce qu'il avait misé gros. Et il s'est appuyé
sur la naïveté d'une partie de la population, l'ignorance d'une partie de la population. Certains ont cru que, attention, comme on dit que, oui, c'est le pouvoir qui est là, les Nyazingbe qui était là au pouvoir depuis des années, donc aujourd'hui, il y a un sauveur qui est là et il faille absolument le suivre sans pouvoir faire les analyses pointues pour savoir est-ce que celui-là qui aujourd'hui nous met au devant de la scène, nous apporte, nous dit d'aller manifester pour dégager le pouvoir constitutionnellement installé, est-ce qu'il a les moyens? Ça, Anita, lorsque vous lisez mon article, vous allez comprendre que et je pense que je ne suis pas en train de faire de... Nous avons perdu du temps. Durant tout ce temps-là, on a perdu du temps. C'est vrai, il y a quelque chose de possible qu'on peut relever. Parce que ce soulèvement a permis un rapprochement des acteurs politiques et il y a eu un dialogue qui a été instauré et cela a débouché à la mise en place d'une CENI et certaines institutions qui nous ont permis d'aller aux élections. C'est vrai, mais du fond, aujourd'hui, les vies humaines perdues, les dégâts matériels et en plus le responsable même qui avait créé son parti, qui avait l'ambition de prendre le pouvoir et de le diriger, il est où aujourd'hui? C'est ça. Donc, c'est pour dire que la politique... responsable sur les réseaux sociaux. Justement, la politique... Avec les nombreuses sorties. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il nous a habitués avec ses discours de chaque jour. Quand c'était aujourd'hui, il semble, selon les informations, il semble qu'il a un discours à passer. Mais le PNP, il est devenu quoi? La question reste posée. Et que les militants du PNP, certainement, certains vont nous suivre et certains nous suivent. Eux-mêmes, ils vont faire une rétrospection de la lutte qu'ils ont eu à engager il y a de cela 4 ans. Est-ce que ça a porté? On n'en disconvient pas. Le Togo, c'est un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté de création des partis politiques. Il a créé son parti politique et on estimait qu'il devait apporter un plus. Mais nous pensons que l'idéologie qu'il avait portée en lui n'était pas celle-là qui devait rassembler les Togolais. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. C'est la conclusion que j'ai donnée justement à mon article. À votre article, l'article qu'on peut retrouver dans les kiosques d'hier, dans les kiosques à 250 francs. Seulement, il faut bien préciser. Okay, à 250 francs seulement, c'est déjà posté sur le site? Oui, c'est déjà posté sur le site. Les gens peuvent visiter sur le site depuis ce matin. Ou bien, carrément, vous nous faites signe ici à la télévision Espoir 47 et rapidement, on vous met en contact avec le directeur de publication de ce journal. Abbas, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'intervention de la CEDEAO dans ce dialogue-là et Feu Abouyboy a été traité de tous les noms à la fin. On n'était pas d'accord avec les propositions de la CEDEAO, mais aujourd'hui, dans les sorties de certains hommes politiques, on fait encore appel à cette CEDEAO. Est-ce que nos hommes politiques sont sérieux? Les hommes politiques togolais ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Ils ne sont pas conséquents. Vous voyez, l'intrusion du PNP le 19 août a changé une façon de mener la lutte. Mais ils n'ont pas pu la capitaliser. C'est une autre façon de mobilisation qu'il a menée. Ça dit que quand le PNP a lancé son mouvement, ce n'est pas au Togo seul, ce n'est pas au Lomé seul. C'est toutes les villes de Lomé presque qui sont emballées. Il y a des pays qui sont rentrés aussi dans la danse. La diaspora, ça a organisé des manifestations au même moment où ça se faisait au Togo. Et tout ceci-là, et cette lutte a été galvaudée par les interventions des gens de la diaspora avec les réseaux sociaux. La manière dont ils disaient, ils faisaient des audios pour dire les Togolais faites ceci, faites cela, alors que les autres sont dans le froid là-bas. D'abord, ça a tout gâté. Et ensuite, l'arrivée du PNP avec ce mouvement du 19 août a cassé complètement à la fin, après l'élection de 2018, a complètement cassé la lutte et a ramolli l'opposition togolaise. Et ça fait disparaître totalement l'opposition togolaise parce que la population n'a plus confiance en cette opposition, à ces leaders-là qui croient qu'ils voulaient se servir de l'intervention de Hachadam pour arriver au pouvoir, alors qu'eux autres même, ils ont des problèmes en leur sein. Et c'est ça qui a cassé. Aujourd'hui, ceux qui ont perdu cette lutte-là,
Les perdants, c'est l'opposition qui se dit radicale. L'ANC, aujourd'hui l'ANC est en train de disparaître. Vous voyez comment ça se passe là. L'ANC n'a plus de poids aux yeux de la population. Vous voyez ce qui s'est passé avec les élections législatives, où après la CEDEAO, lorsqu'ils sont allés voir Alpha Condé là-bas, il y a des compromis qui ont été trouvés. Arrivé au Togo, ils ont dit on n'a qu'à mettre une CENI paritaire. Ça a été accepté, 8-8. Et tout le monde a accepté l'opposition 8, le pouvoir 8. Ils ont amené leurs membres. Le jour où on devait donner, on devait appeler les gens à faire prêter serment, à la dernière minute, ils disent que non. Et ils ne vont pas venir. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et avec tout ceci là, c'est que la communauté internationale va vous laisser tomber. On voulait les soutenir, mais aux dernières minutes, ils ont trahi la communauté internationale. Parce que c'est vous qui voulez un dialogue. On a fait un dialogue. Vous êtes partis dans des situations, dans des pays, on vous a donné des conseils. Vous êtes rencontrés avec le pouvoir là-bas, vous avez discuté, vous revenez ici et puis vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Et ce qui a fait encore le plus cocasse dans cette histoire, Adjamabo, qui était la coordinatrice de ce mouvement C14, c'est elle aussi qui a fait tout capoter. Elle arrive, elle a toujours, on vous met en garde, on met le pouvoir en garde. Au dernier moment, il dit que même l'élection de 2018, c'est 20 décembre 2018, non, que cette élection, c'est ça. Cette élection n'aura jamais lieu dans ce pays. Jusqu'à la dernière minute, on va l'empêcher. Le ministre de la Sécurité a fait une sortie que l'élection aura lieu. L'élection a lieu. C'est là que Bawala a dit il n'y aura jamais plus de 19 août dans ce pays. Et depuis là, est-ce que vous avez encore bien dit ça? Le 19 août, nous le sommes aujourd'hui, mais les événements, on ne l'a pas eu quand même. La date est là, mais les événements, ce qui ont caractérisé. Non, je disais que l'ex-coordonnatrice de la C14 est aujourd'hui coordonnatrice de la DMK. Non, oui, j'ai commencé par celui parce qu'on a comme l'impression que c'est madame coordinatrice de naissance. C'est-à-dire qu'elle est née pour diriger les coordinations. Non, excusez-moi, pour revenir sérieux, je pense que la politique au Togo, lorsque vous l'analysez, c'est comme notre pays est un cas. Et un cas, on a comme l'impression que les gens s'engagent dans la politique, mais au finish, ils ne savent pas en fait pourquoi ils l'ont fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, la finalité. Si vraiment on s'engage dans la politique pour apporter un plus, pour changer, parce qu'en réalité, dans une démocratie, on a besoin d'une opposition pour pouvoir constituer un contrepoids du pouvoir et faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous avons une opposition au Togo. J'en viens. Il y a une opposition, mais l'opposition aujourd'hui s'est décrédibilisée. Notre opposition togolaise, elle s'est décrédibilisée. Lorsque vous suivez les événements, et ça a commencé quand? Bien avant les événements même du 19 août. Je pense que, je le dis, l'idéologie avec laquelle le PNP est venu, cette idéologie a faussé la donne. Les gens n'ont pas envie de le parler, mais il faut qu'on le dise. Lorsqu'on veut appuyer une lutte politique sur une idéologie religieuse, ça fausse la donne. Et c'est ça qui a gangréné la confiance. Quand à un moment donné, Tikpi Achadam a eu à faire appel, vous vous rappelez, à Jean-Pierre Favre, à son aîné, pour qu'il puisse se retrouver. Donc, quand vous suivez au fil du temps, Tikpi Achadam, ayant basé son idéologie sur la religion, sur l'ethnie, ça a un peu effrité la confiance. Et les militants du PNP et de l'ANC, à un moment donné, ont compris qu'attention, ce qui est en train d'être fait risque de nous avaler. Et ça a effrité la confiance. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, même après qu'ils aient mis la C14, cette confiance était déjà effritée. Avec des gens qui n'ont pas une idéologie, qui n'ont pas, comment dirais-je,
l'idée concrète de ce qu'ils veulent faire de cette politique. Sinon, après le 19 août, moi je pense que beaucoup de choses auraient pu intervenir dans ce pays sur le plan politique si l'opposition togolaise en son sein, surtout les membres qui la composent, se faisaient confiance. Et nous avons vu, le temps a fini par donner raison. En politique, le temps a fini toujours par donner raison à nous qui étions en train de dire, depuis que les coalitions sont nées, que c'était des coalitions de façade. Parce qu'on se connaît dans ce pays, on sait comment les gens font de la politique et on sait que lorsque les intérêts prennent le pas, ce que l'intérêt général qui consiste à constituer un contrepoids au pouvoir n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est ça, Abbas l'a dit tout à l'heure, ceux qui se disaient les radicaux, aujourd'hui, ils ont perdu. Ils ont perdu. Jean-Pierre Fabre est où aujourd'hui? Il est maire. Il est maire et il contribue aujourd'hui. Tikpi Atchadam est où aujourd'hui? Il est hors du pays. Madame, l'éternelle coordinatrice, est où aujourd'hui? Elle est toujours coordinatrice. Elle est toujours coordinatrice. Peut-être que bientôt il y aura une autre coalition où elle sera encore coordinatrice. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà pourquoi aujourd'hui la population ne fait plus confiance en cette opposition. On ne dit pas que le pouvoir un peu positive. Hein, il faut qu'on le dise. On ne dit pas que tout ce que le pouvoir fait, c'est bien pour la population. C'est-à-dire que la population est d'accord de la gestion, de la manière dont le pays est géré. Certainement, nous sommes dans un pays où il doit y avoir nécessairement une opposition, les gens qui ne vont pas être d'accord avec la manière dont les choses sont gérées. Mais si les gens se taisent aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter ce que l'opposition fait, c'est parce que les gens sont devenus là. C'est-à-dire qu'on est là, une opposition qui quitte un beau matin, on dit qu'elle faisait, à un moment donné, on s'arrête, on fait cette coalition et on donne à Madame Adjabongo qui est coordinatrice, et à un moment donné, on change, ainsi de suite. Mais il faut qu'on soit sérieux. Voilà pourquoi les gens préfèrent le moindre mal. Et le moindre mal aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de nous diriger. En tout cas, c'est ce que moi je conçois. Le moindre mal aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de nous diriger. Et il vaut mieux que les populations. Avec le sorcier qu'on connaît. Qu'on connaît, qu'un voleur qu'on ne connaît pas. Parce que quand tu vois, finalement, la conclusion de cette affaire du 19 août a détruit l'opposition et renforcé le pouvoir. C'est ainsi que les gens ont créé, en aucun cas, il n'y aura jamais de troisième mandat, quatrième mandat, tout ça là. Le pouvoir est en train de faire son mandat parce que le pouvoir, par rapport à sa revendication, a modifié la constitution pour permettre d'avoir les 2 tours dont on réclamait, avoir la limitation du mandat dont on réclamait. Alors, apparemment, l'opposition voulant affronter le pouvoir sans avoir les moyens finalement dresser renforcer devant ce pouvoir-là. Oui, c'est ça. Et ce qui a même fait que la confiance est partie de la part de la population, c'est cette affaire de petites 30 millions que les gens sont partis prendre quelque part. Reste savoir si c'était vraiment les 30 millions. Non, Abbas Kaboua disait qu'ils ont pris beaucoup plus que ça. Mais ici, là, c'est quelqu'un qui est sorti parce que lui n'a pas eu sa part. Il dit que non. Voilà. Ça s'est passé. Madame Adjamago, je ne sais pas si elle a tête des coalitions, ça n'aboutit à rien. Elle était là, on l'a mise comme coordinatrice de Arc-en-Ciel et de l'ensemble des partis politiques qui recoupaient. Au moins, il y avait le CST. Après CST, là, il y a coalition pour aller aux élections, c'est comment on appelle, CAP 2014 ou bien 2015. Le CAP 2015. Hein? Le CAP 2015, c'est elle qu'on a mis à la tête là-bas. Et après, quand c'est passé, on dit que c'est 14. Aujourd'hui, c'est DNK qu'elle prend. Or, elle a un parti politique qu'on l'a légué, Inevi l'a légué, fait monter ce parti politique-là. La CDPA, c'est un vieux parti. Elle est plutôt pour la coalition. Non, c'est qu'elle ne peut pas se mettre en valeur elle-même. Elle ne peut pas marcher seule sans le soutien des autres. Parce que c'est une dame qui n'a aucune assise électorale. Dans son propre village, pour les élections locales, pour les élections législatives, c'est un simple citoyen qui l'a battu là-bas, à plate couture. Donc, elle n'a pas d'assise électorale. On t'a donné un parti politique. Fais tout pour le relever, au lieu de t'abriter derrière les... Non, Anita, je voudrais dire... Rapidement, pour qu'on parle de l'agriculture. Attention, on ne fait pas la politique qui le veut. Ça, il faut le dire, il faut que les gens comprennent.
on a vu dans ce pays où les citoyens ont quitté, sont levés pour aller créer des partis politiques, comme si il y avait quelque chose à gagner. Ne fais pas la politique qui le veut. Si tu n'as pas une idée précise, tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'as pas les moyens de ta politique, je pense qu'on ne fait pas la politique. On ne se quitte pas un bon matin pour se faire pour aller dire qu'on fait la politique. Je pense que Mme Adjamabo l'aurait appris à ses dépens. Le professeur Niavi lui a légué la CDPA et elle devrait s'en servir. Elle n'a pas pu s'en servir. Elle pense que c'est de coalition en coalition qu'elle va s'affirmer. Mais dommage, aujourd'hui les faits sont là. Les faits sont là et on le voit tous. Nous allons terminer avec la une du Mania Libéré, le Mania Libéré qui parle du plan de développement de la filière maïs. Objectif 211 000 tonnes d'ici 2030. Les moyens déployés. Et à bas, pendant ce temps, il y a des gens qui préfèrent exporter l'engrais destiné aux agriculteurs togolais. Est-ce que ces moyens déployés pourront servir aux agriculteurs là pour qu'on puisse atteindre les 211 tonnes d'ici 2030? Oui, c'est pour cela que nous avons juste apposé les deux articles. Pour que les efforts que l'État est en train de déployer ne soient pas mis en cause par des esprits malins qui veulent tout saboter. Parce que l'État a fait un projet d'ici 2030 par rapport à ce qui se passe. Et faire de telle sorte qu'on ait jusqu'à 211 000 tonnes de maïs pour que le céréal puisse être moins au service des populations. Quand vous allez dans les champs, il y a les engrais qui manquent, surtout vers le nord, dans la région des savanes, dans la région Karaï, savane et centrale. Il y a des champs qui sont en train de périr faute d'engrais. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que au niveau de l'État, il y a des gens qui sont agréés pour vendre l'engrais aux paysans. Donc l'État commande et les autres, ceux-là qui ont des agréments, vont vendre l'engrais à la chose. Maintenant, ce sont les mêmes personnes-là qui se lèvent pour envoyer de l'engrais à l'extérieur. Ce qui veut dire que l'État doit prendre ses responsabilités et reconsidérer sa façon de faire avant d'atteindre son objectif qui s'est assigné. Sinon, aujourd'hui, par rapport à cela, si l'État ne réagit pas, c'est que ceux-là qui sont là vont saboter la politique alimentaire de l'État. Quand vous allez dans des champs aujourd'hui, encore que nous sommes frappés par la pluviométrie qui est venue tardivement aussi vers le sud, et actuellement même vers le nord, l'intérieur, c'est maintenant qu'il pleut sérieusement. Il n'y a pas d'engrais. Les gens ne se soucient même pas de ça. Mais ceux-là qui ont des agréments croient que c'est eux seuls et prennent l'engrais pour exporter parce qu'on dit que les autres pays, l'extérieur, ont besoin en brimant ou en laissant tomber les gens à l'intérieur du pays. Je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et mettre fin à ces genres de situations pour qu'on puisse arriver à l'objectif. Alors, tu voudrais rapidement un mot, en 2 secondes par rapport à cette stratégie. Non, moi je pense que la balle est dans le camp du gouvernement. C'est vrai, les informations sont là. Il y a des gens qui non seulement spéculent, ils essaient de détourner les engrais subventionnés par l'État et mis à la disposition des agriculteurs. Et les agriculteurs qui crient qu'il n'y a pas d'engrais, mais la simple des choses, c'est de faire arrêter ces gens. Est-ce que ces cris parviennent à l'État? Non, ces cris parviennent à l'État. La preuve, c'est que nous sommes en train de dire. La preuve également, c'est que, vous vous rappelez, il y a de cela 1 semaine, 2 semaines, l'État a sorti un communiqué. Ça veut dire que l'État en est conscient. Donc, qu'est-ce que l'État attend pour frapper? Et nous sommes heureux que l'État, quand même, ça dit que s'est senti concerné et ait pris les dispositions. Il faudrait que, au niveau des populations, au niveau de nos agriculteurs, qu'on puisse dénoncer ceux-là qui se donnent à ce genre de trucs pour qu'on puisse les traquer. C'est ça. Ça va servir d'exemple. Eh bien, merci à vous, Savouré, d'avoir fait le déplacement. Non, c'est moi qui te remercie, même si le sourire m'attise. Merci Abbas d'avoir fait le déplacement. Chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.